Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence nombreuse ici aujourd'hui pour ouvrir ensemble le chant des colibris au Maroc, à l'école Molière et à l'Institut français, ici dans le quartier Palmier. Cet événement qui se tient sur 2 jours, simultanément à Casablanca et à Rabat, est porté par l'Institut français du Maroc dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc, en partenariat avec, bien sûr, le mouvement de Colibri, Zamora Productions et de nombreux acteurs associatifs et citoyens marocains, dont Terre et Humanisme, dont je salue la présidente Aïcha Krombi, qui est à mes côtés. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont permis la tenue de cet événement. Les bénévoles, les organisateurs, les associations, les autorités, monsieur le gouverneur, monsieur le caïd, la police et la protection civile, l'association Mohamed Abdou, le syndic et les habitants du quartier, le directeur de l'école Molière et toute son équipe, je sais que vous êtes là aujourd'hui, la Maison de l'Occitanie, les artistes, les techniciens, tous les colibris, le personnel de l'Institut français et vous, public, venus nombreux ce matin. Merci à vous tous, vraiment, sincèrement. Le chant des colibris n'aurait pas de sens sans la participation de chacun d'entre vous. Vous le savez, il y a derrière cet événement une philosophie, une volonté qui prend appui sur la pensée de Pierre Rabhi et sur ses nombreux écrits. Terre et Humanisme, comme le mouvement Colibri, ont été fondés par Pierre Rabhi et c'est cette énergie particulière qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais le chant des colibris au Maroc, ici, à Casablanca, a une portée singulière. En imaginant cet événement, il y a à peu près 1 an, nous avions la conviction, avec l'équipe de l'Institut français, que dans cette ville gigantesque, troublante, qui est Casablanca, où cohabitent les plus riches et les plus démunis, le marbre blanc et les ordures dans la rue, le très ordonné et le très chaotique, le plus stable et le plus transitoire, l'air du large et les pots d'échappement, bref, dans cette métropole que nous aimons, africaine, mondiale, un peu effrayante, qui semble parfois si loin de l'imaginaire de la ville durable, malgré l'action des pouvoirs publics qui œuvrent pour l'équiper et l'embellir, nous avions donc la conviction, avec l'équipe, qu'existe ici, dans la discrétion, de nombreuses initiatives inspirées, actives, porteuses d'un idéal pas très loin de celui des colibris. Et que ces initiatives ne demandaient finalement qu'à être réunies, qu'à être révélées. Vous le verrez, durant ces 2 jours, je pense que notre intuition était juste. À l'appel que nous avons lancé en juin dernier pour identifier des initiatives citoyennes mettant concrètement en œuvre la transition écologique, nous avons reçu plus de 60 réponses, 60 propositions inventives, impliquant chacune parfois plusieurs centaines de personnes. 60 nids de colibris, actifs, déterminés, qui construisent des solutions pour ici. 60 propositions simples, concrètes, à partager, à connaître, à dupliquer pour transformer le monde. Simplement, tranquillement, dans notre quotidien. 60 propositions qui, demain, nous l'espérons, seront 600, 6000 et pourquoi pas 6 millions, autant que d'habitants à Casablanca. Vous l'aurez compris, notre souhait est que ces moments que nous allons partager ensemble ici et à Rabat pendant 2 jours soient le début de multiples évolutions individuelles et collectives dans l'objectif de faire rayonner encore plus largement toutes ces belles initiatives citoyennes qui contribuent à dessiner une société plus solidaire et plus écologique. C'est pourquoi nous vous invitons à partager pour essaimer et donc à prendre le temps de ces 2 jours pour vivre ensemble l'ensemble du programme. Sincèrement, il y a réuni ce week-end ici à Casablanca, autour de nous, suffisamment d'énergie inspirante pour ne pas passer à côté. Ces énergies inspirantes, vous les trouverez d'abord au village des initiatives, que vous pourrez visiter à la sortie de la conférence sur le square Mohamed Abdou, et qui continuera demain. Des colibris du Maroc, regroupés par îlots thématiques, vous y proposeront leurs expériences, leurs savoirs, leurs solutions, des ateliers, des expositions, des présentations, vous pourrez parler avec eux.
En simultané, vous pourrez profiter de l'Agora des Colibris, 5 lieux dispersés dans l'Institut jusqu'à la Maison de l'Occitanie, où s'ouvriront dès 13h30 aujourd'hui, et pour 2 jours, des débats à partir de témoignages, de projections, de conférences, d'expériences, de tables rondes. Et bien sûr, ce soir, et je vous invite à prendre vos billets dès la sortie, parce que ce soir, ça peut être la cohue, ce soir, le Chant des Colibris, un concert inédit réunissant des grands noms de la chanson marocaine et française, Saïda Fikri, Zaz, Gaël Faure, Aziz Sarmaoui, trio, accompagné de Cyril Dion et Fatim Layachi, qui liront des textes, et d'une belle équipe de musiciens. On était ensemble hier soir et je peux vous dire que l'énergie est là. Ensemble, ils nous feront le plaisir de partager la scène, de partager des idées, de partager des émotions et des désirs. Je vous invite donc à nous rejoindre aussi ce soir. Avant d'accueillir Pierre Rabhi et la journaliste Nadia Hachimi, qui dialoguera avec lui, et pour illustrer l'inventivité des initiatives citoyennes au Maroc, j'aimerais passer la parole donc à Aïcha Krombi, présidente de l'association Terre et Humanisme Maroc, association dont on peut dire qu'elle est finalement la première graine semée par Pierre Rabhi au Maroc et qui n'a cessé depuis sa création d'inventer des nouvelles pratiques et de les partager. Aïcha, merci de ta présence. Je vous en prie. السلام عليكم. غادي ندوي بالدارجه لان كاينين فلاحه كاينين مغاربه واتفقنا انا ومغتان باش هو يدوي بالفرنسيه وانا ندوي بالعربيه. Aïcha, juste pour expliquer pour ceux qui ne parlent pas d'Arija, je ne parle pas d'Arija, je ne pouvais pas faire la traduction. Aïcha va non seulement expliquer pourquoi on est là, mais aussi en dire plus. Mais on retrouvera évidemment l'expérience du terre humanisme tout à l'heure. إذا مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء ديال أناشيد العصافير الصغيرة، وكنتمنى أن كل واحد منكم اللي حاضر معنا يولي عصفور من العصافير ديال الصغيرة لهذه البيئة اللي احنا محتاجين لها. إذا جمعية الأرض والإنسانية بالمغرب تأسست منذ 2001 مع الخبير الدولي بيير غابي اللي تلاقينا معاه في واحد الملتقى ما بين نساء الغرب والنساء الشرق، ومن ذاك الوقت وحنايا تنعملوا مجموعين الى ان نخلق هاد الطرق الكثيره وهاد المبادرات الكثيره اللي غادي تشوفوها في القريه ديال المبادرات. هنا معنا كاينين فلاحه، كاينين ناس اللي داروا اختراعات وابتكارات كثيره في المجال البيئي، كنرحبوا بهم جميعا وكنرحبوا بكم كذلك، وكنتمنى ان هذا اللقاء يتعاود مرات اخرى مع مجموعات من الناس ويتزادوا المبادرات اكثر فاكثر لحمايه البيئه سواء في الوطن ديالنا الغالي او لا في العالم باسره. وشكرا لكم جزيلا. Merci Aïcha. Nous allons laisser tout de suite la place à Nadia Hachimi, qui est donc journaliste de presse écrite et de télévision, docteur en économie politique, et bien entendu Pierre Rabhi. Merci de les accueillir. إذن معنا الخبير الدولي بيير رابحي والصحفية نادية هاشمي. Bonjour à tous, merci d'être nombreux ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci à vous d'être parmi nous parce que nous sommes très heureux de vous avoir au Maroc. La preuve, un samedi matin, vous réussissez à déplacer des foules. Alors vous, l'enfant du désert, un pionnier de l'agriculture écologique, mais surtout un semeur d'espoir un peu partout dans le monde. Alors, un joli pied de nez au destin. Et précisément, le destin, c'est ce dont on va parler ce matin, puisque nous sommes ensemble, réunis pendant une petite heure, où on va échanger avec Pierre. D'abord, il nous racontera et ensuite, vous pourrez lui poser des questions pour d'abord partager la manière dont s'est construite votre pensée, votre engagement à défendre un modèle de société plus respectable des hommes
et de la terre. Alors, pourquoi parler de votre destin? Parce que votre pensée a une singularité forte, puisque chez vous, intime et politique se confondent. Vos convictions se sont forgées à l'aune de votre expérience de vie, à l'aune de votre histoire personnelle. C'est pour ça que les deux sont si intimement liés. Alors justement, pour débuter notre conversation, eh bien, peut-être que nous devrions commencer par où tout commence, l'Algérie, parce que Pierre Rabhi, c'est aussi cet enfant qui naît en Algérie en 1900, on dit la date? Oui, on peut dire la date, puisque je viens de fêter mes 80 ans. Bravo. Voilà. Enfin, on m'a fait le plaisir de fêter. Ce serait un peu orgueilleux de fêter moi-même mes 80 ans. Mais il y a des amis qui se sont réunis pour dire, ben voilà, on va mettre l'accent sur ces 80 ans. Pourquoi pas 81, pourquoi pas 79? Bon, ben, un 8 et un 0, voilà. J'aurais bien aimé que ce soit un 0 et un 8, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et alors justement, il y a 80 ans, l'Algérie, vous en gardez des souvenirs? Ça a été un moment, c'est un moment important? Vous avez parlé de singularité, et c'est vrai que c'est une singularité, parce que j'en suis encore à 80 ans à me demander, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour être justement cette vie singulière? Je suis né dans une cité qu'on appelle Kenadza, à côté de Béjar, et puis, évidemment, le destin a fait que je suis devenu orphelin avec un frère dès l'âge de 4-5 ans. Et à ce moment-là, c'était le contexte, disons, où les Français s'étaient installés chez nous parce qu'ils avaient découvert de la houille, du charbon. Alors c'est ce qui nous a valu, évidemment, cette arrivée massive d'Européens pour exploiter ce charbon. Et à ce moment-là, ça a été évidemment le bouleversement de nos structures. Parce que les gens qui vivaient dans cette oasis sous l'égide spirituelle d'un saint soufi sont devenus des mineurs. Et en devenant des mineurs, on peut imaginer combien le bouleversement est énorme. Et mon propre père, qui était un forgeron, qui était un musicien, qui vivait, nous vivions dans notre oasis avec une espèce de simplicité, se trouve évidemment interpellé sur est-ce que l'avenir est entre nos mains. Et suite justement au décès de ma mère, il me confie à un couple de Français, ingénieurs et institutrices, sans enfants, qui se chargent, qui lui disent qu'ils pouvaient se charger de mon éducation. Et c'est pour ça qu'assez jeune, vers 7-8 ans, je me retrouve dans deux univers, à aller dans ma famille d'adoption et à faire l'alternance entre les deux. J'avais un oncle imam, donc j'ai appris le Coran, au moins les débuts des premiers versets, les premiers Corans. Et en même temps, la singularité, c'est que je sautais à pieds joints d'une vie traditionnelle à la modernité, avec ce que ça comporte évidemment comme antagonisme, mais enfin comme différence. Et j'étais dans l'islam. Je n'ai rien à apprendre à personne. On ne doit pas boire de vin, pas d'alcool. On ne doit pas manger de porc. Et quand je me suis retrouvé dans ma famille d'adoption, alors là, on se régalait de vin, de saucissons, etc. Et quand vous êtes un enfant qui vit sur deux mondes, très vite vient la question, qui a raison? Et nous étions là avec, évidemment, ce concept européen du progrès. Du progrès, il n'y a pas d'évolution normale et d'évolution, disons, d'élévation de l'histoire sans passer par la modernité. Et la modernité s'impose de plus en plus, mais elle a aussi un côté un peu dédaigneux de notre culture. J'apprends rien non plus à personne. Et puis du coup, je me suis retrouvé dans une famille d'adoption. Et puis petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et quand on est dans cette situation... Vous partez en France, carrément. Alors avant, la situation de double culture m'amène finalement à m'intéresser aux philosophes. Parce que je me dis
je fais des études relativement moyennes, hein. J'ai un certificat d'études, c'est tout. C'est tout ce que je peux exhiber en termes de, en termes de diplôme. Mais par contre, j'ai été très très vite amené à me poser des questions auxquelles j'essayais moi-même de donner mes propres réponses comme je pouvais. Donc j'ai dévoré beaucoup de philosophes, pensant que la philosophie allait m'amener une vérité. Malheureusement, j'ai appris que les philosophes ne sont pas tous d'accord. Et finalement, petit à petit, je me suis dit, le seul qui ait dit une véritable vérité, c'est Socrate en disant, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, moi j'en suis là. Voilà. On ne sait rien. Qu'est-ce que nous savons? On ne savons pas grand-chose finalement. On essaye de se construire une pensée, de se construire une logique, de se construire un monde. Et malheureusement, quand on cherche à construire son propre monde, ou qu'une catégorie sociale construit son propre monde, on entre dans l'antagonisme, c'est-à-dire la guerre des valeurs. La guerre des valeurs, c'est-à-dire les uns prétendent avoir raison, les autres ont tort, etc. Et c'est ce qui est justement encore aujourd'hui, la racine de toutes les dualités qu'il y a sur cette planète, où malheureusement on n'arrive pas à s'accorder sur une pensée. Et donc voilà, j'ai eu un épisode employé de banque, mais c'était le pire. Quand vous arrivez en France, quand vous avez 20 à ans. À Oran déjà. Et s'il y a quelqu'un qui est inadapté à la banque, c'est bien moi. Donc mes chiffres étaient toujours faux à la fin parce qu'il n'y avait pas encore d'informatique, etc. Et puis arrive la guerre d'Algérie avec ce bouillonnement, enfin cette tragédie. Je quitte l'Algérie pour arriver à Paris. Et puis à Paris, j'essaye de trouver un emploi et je m'aperçois que je ne savais pas faire grand-chose. Donc je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est pour ne pas vous vexer, hein, parce qu'on était spécialisé en rien. Je ne voyais pas en quoi j'étais spécialisé. Sinon, voilà. Et là, ça a été un bon observatoire pour voir quelle était la condition humaine, finalement. Et dans cette condition humaine, je me suis aperçu que finalement, à tort ou à raison, il y avait une forme d'aliénation de l'être humain. Et cet être humain, il était pris dans un système. Et ce système était hiérarchique, les directeurs, les sous-directeurs, et puis nous, on était les OS, c'est-à-dire la dernière catégorie à la base. Et toute cette structure hiérarchisée me paraissait pas compatible avec ce qu'on pourrait un humanisme où l'on peut créer la solidarité, mais on crée la disparité. Sans compter évidemment la condition des femmes, etc. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que finalement, ce qui était dans ce système-là, il y avait, à tort ou à raison, moi je l'ai vu comme une incarcération à vie. De la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut. Hein. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va dans sa caisse. On a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc un itinéraire comme celui-là. Et derrière tout ça, il y a le précepte moderniste qui dit, vous allez voir ce que vous allez voir, la modernité va nous sauver, etc. Mais je ne voyais pas en quoi on était sauvés. Alors je rencontre une jeune fille, on est amoureux, on décide, et nous retournons à la terre en Ardèche du Sud. Voilà. Je me dis, j'ai droit à ma part de nature, je ne veux pas confisquer mon droit à la beauté de la nature et à la vie pour simplement me faire broyer par un système. Voilà. Même si je suis très bien payé, peu importe, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, dans cette catégorie-là, enfin, je dois, puisqu'on me demandait de témoigner, je témoigne. J'espère ne vexer personne parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement pour témoigner et dire mon point de vue. Mon point de vue peut être faux aussi et vous n'êtes pas obligé d'accepter mon point de vue. Figurez-vous que j'ai un compte à régler avec la cravate parce qu'il y a un effet strangulation. Comment est-ce qu'on peut avoir un ornement qui rappelle le nœud coulant? Voilà. Symboliquement, je me suis dit, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a un ornement comme celui-là? C'est peut-être stupide, c'est au niveau zéro, au degré zéro, mais enfin, pour moi, c'était quand même important de cette symbolique de ce qui se passe dans l'inconscient.
Alors, la cravate, vous la laissez tomber en Ardèche, précisément, puisque c'est Non, déjà à la banque. Dès la banque, Ah oui. votre côté subversif. Alors, ce retour à la terre, ça a pris chez vous une dimension de quête de sens. Qu'est-ce qui se passe en Ardèche, concrètement, quand vous y arrivez? Alors, avant l'Ardèche, évidemment, je travaille dans l'entreprise et je vois que les êtres humains sont consignés, comme je le disais tout à l'heure, à vie. On vous donne un salaire et vous donnez vous donnez votre capital vie pour le capital financier. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on décide de retourner à la terre et dire bon, ben alors on décide de retourner à la terre. Seulement, comme je n'avais pas de compétences concernant le travail de la terre, alors je fais je pars par une maison familiale rurale pour avoir un petit diplôme et je fais 3 ans de pratique agricole. Et là aussi, second choc. C'est-à-dire que l'agriculture utilise des engrais chimiques, des pesticides, des poisons. L'agriculture se fait avec des poisons. Et là, il y avait une incompatibilité aussi avec ce qu'est la vie. Et donc, je suis un peu désespéré. Et je finis par découvrir qu'on peut parfaitement faire de l'agriculture avec les lois de la vie et non pas aller à l'encontre des lois de la vie. Et ça a été la biodynamie, l'agriculture bio, etc. Et quand nous avons trouvé le lieu où nous voulions survivre, eh bien, et qu'il fallait passer par un emprunt au Crédit Agricole, quand on a trouvé le lieu où nous voulions vivre, eh bien, et je me représente pour dire je suis en règle, nous avons trouvé un lieu, etc. Et le préposé au Crédit Agricole me dit mais ce lieu il est où, etc. J'espère qu'il y a de l'électricité. Ah ben non, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas le chemin est à peine praticable, c'est plein de cailloux, etc. Et alors, je dois le préposer, dire Monsieur Rabi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Jamais vous n'arriverez à survivre dans ce lieu. Eh bien, explication, finalement, on finit par avoir ce crédit grâce à un sénateur qui nous avait pris sous son aile. Nous avons ce lieu. Alors, explication, pourquoi choisir un lieu? Pourquoi se rendre les choses difficiles? Eh bien, parce que c'est un lieu qui est beau. Et que pour moi, la beauté, c'est primordial. Voilà. Et quand vous êtes dans un lieu qui est beau, vous voyez 17 clochers, vous avez le silence, vous avez l'air pur, vous avez ça pour moi, c'est des privilèges. Voilà. Mais c'est pas compris comme des privilèges. Et c'est comme ça que nous nous sommes installés sur ce lieu. Et puis pour aller vite, on a géré ce lieu pendant pas mal de temps. Bon, maintenant nous avons l'électricité, téléphone, enfin tout. Mais au départ, on a regardé le lieu, magnifique. On a monté un élevage de chèvres et puis j'ai pratiqué l'agriculture écologique sur ce lieu aride où finalement on pouvait imaginer que rien ne pourrait pousser. Ben si, des choses poussent. On a des fruitiers, on a fait le jardin, on a fait tout ça et on a valorisé ce lieu qui était censé nous détruire finalement. Voilà. Donc, et à partir de là, a été une dimension internationale. Je suis allé au Burkina Faso pour transmettre quoi? L'agriculture écologique. Alors justement, cette expérience africaine, puisqu'on va y venir sur le Maroc, cette expérience au Burkina, vous en tirez et on peut en tirer quel enseignement? Peut-être que vous pouvez la présenter brièvement. Et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement sur la capacité justement à produire autrement? Disons, bon, il y a eu quand même la colonisation avec tout ce qu'elle a amené de positif, de négatif, etc. Bon. Après, vous avez les paysans. Les paysans qui traditionnellement répondaient à leurs besoins, ont pendant des siècles répondu à leurs nécessités en travaillant leurs terres avec leurs troupeaux, etc. Des femmes magnifiques, solides. Moi, je pense que ça a tenu à cause des femmes. Hein. Elles sont vraiment les piliers de ces cultures. Et donc, mais ces paysans, on les a fait rentrer graduellement dans la modernité en leur demandant de cultiver des produits exportables. Et produits exportables, coton, arachide, selon les pays, cacao, etc. Tous ces paysans ont été mobilisés
pour des produits exportables, c'est-à-dire pour augmenter le revenu national. Seulement, cette production, d'abord un peu sélective et sélectionnée, devait se faire avec des engrais, des pesticides et des semences sélectionnées. Le paysan dit, moi je n'ai pas l'argent pour acheter tout ça, c'est pas grave, on t'avance le tout, et quand tu as récolté, tu amènes la récolte, et nous, on te donne ce qui te revient, déduction faite de ce qu'on t'a avancé comme intrant. Et voilà comment on a introduit une désordre et une désorganisation que j'accuse être en grande partie responsable de la faim. Parce que on a dévoyé le paysan de sa fonction paysanne, dans laquelle il maîtrisait, avec bon an, mal an, sa survie, à une transition vers un système mondialisé dans lequel le coton, c'est concurrencé, c'est une affaire mondiale, les arachides aussi, enfin toute la production. Et le paysan, petit à petit, il a perdu sa capacité d'autonomie. Et encore une fois, c'est les femmes qui ont compensé un peu, se trouvent endettées, et le voilà pris dans un système mondial dans lequel il n'a aucune maîtrise et il s'endette de plus en plus. Ça fait exode rural, les villes se remplissent de naufragés de la brousse, de la campagne, naufragés de la campagne qui vont vers les villes avec l'espoir d'y trouver la survie. Et à ce moment-là, c'est la grande illusion, la grande désillusion. Eh bien, c'est très compliqué, les villes grossissent. Et suite du problème, je vais juste un tout petit peu jusqu'au bout, des conséquences, villes surpeuplées, campagnes désertifiées, les villes nécessitent ne serait-ce que du combustible, ceux qui vivent à la campagne deviennent des destructeurs du milieu parce qu'il faut livrer du combustible aux villes qui ont grossi. Cette livraison de combustible participe à la désertification. L'espace rural se désertifie parce qu'on coupe trop de bois, qu'on augmente beaucoup les troupeaux pour pouvoir alimenter toujours ces villes tentaculaires. Et du coup, le monde, la terre qui nourrit le monde, l'espace vivrier, cet espace vivrier, il est détérioré. Il se passe un phénomène qu'on appelle l'albédo, enfin peu importe le terme scientifique, c'est que quand vous avez désertifié un milieu, vous créez une coloration claire. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus, etc. Cette coloration claire fait que le rayonnement solaire, au lieu d'être absorbé, est réfléchi dans l'espace. Dans l'espace, le réchauffement de l'espace fait qu'il n'y a plus de condensation, les pluies se raréfient, et quand les pluies reviennent, elles tombent violemment parce que de ces conditions-là, et quand elles tombent violemment, la pluie qui devrait être bénéfique, elle détruit les sols. Les sols s'en vont par quantité énorme, les sols vivriers, et le tour est joué. Alors, voilà. Ce que vous racontez, ce qui s'est passé au Burkina, a une consonance très contemporaine, parce qu'aujourd'hui, tout s'est intensifié, les productions aliénatrices, comme vous les appelez. Il y a d'autres modèles possibles, c'est ceux que vous prenez. En l'occurrence, est-ce que vous aimez beaucoup la métaphore du colibri, mais est-ce que ces modèles, l'expérience que vous avez au Burkina, par exemple, avec l'introduction d'un engrais plus organique, enfin d'autres manières de faire, est-ce que ce sont des expériences qui, en se reproduisant, peuvent finir par inverser le cours des choses? Absolument. C'est-à-dire que non seulement ça, mais j'ai fait la rencontre d'une compagnie aérienne, on pourrait dire associative, qui s'appelait le Point Mulhouse. Et le Point Mulhouse était une compagnie qui avait pour vocation de désenclaver les pays qui étaient trop pénalisés au plan international. Et le Burkina Faso, qui était l'un des pays pénalisés énormément, eh bien, le Point Mulhouse a pu désenclavé par des billets d'avion pas chers, etc. C'était associatif. Et quand on s'est rencontrés, eh bien, ils ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer? Et à ce moment-là, j'avais dit oui, parce que vous faites venir des gens
avec des tarifs réduits, etc. Mais pour eux, les infrastructures n'existaient plus suffisamment. Le pays se plaignait, vous nous faites venir du monde, mais nous n'avons pas les infrastructures d'accueil. Alors le point a décidé de créer aussi les infrastructures d'accueil, dont une au nord, c'est-à-dire dans la partie la plus pénalisée au point de vue biotope, où les gens venaient atterrisser à Ouagadougou et ensuite prenaient les pistes pour aller vers la structure touristique. Seulement le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, les gens qui venaient pour aller dans la structure touristique festoyaient au milieu d'une population qui mourait de faim. C'est-à-dire que juste à côté, d'un côté, il y avait les menus au choix, etc. Et juste à côté, des gens qui n'avaient même pas un bol de riz à donner à leurs enfants. Donc la presse s'est emparée de ce paradoxe. Et le point, Maurice Freund, le responsable et ami israélien, il le confirme, je ne suis pas en train de dire. Et du coup, l'image du point a commencé de positive, elle est devenue négative. Et du coup, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça que je leur ai dit, il faut que le tourisme ne soit pas simplement la consommation de dépaysement qui est offert simplement aux gens qui ont les pouvoirs, mais il faut que le tourisme devienne solidaire. Et c'est comme ça que de la structure qui était simplement de loisirs, j'ai demandé à ce qu'on rajoute une structure rattachée à celle-là pour que l'argent produit par la structure de loisirs, évidemment, dès qu'on m'a donné la responsabilité, il n'était pas question d'avoir des repas à la carte. Un repas et c'est tout, un bon repas, mais un repas. On se met à la tonalité des autres. Et en même temps, ce que produisait l'activité touristique soit recyclé à la formation des paysans. Le fameux village intégré écologiquement auquel vous appelez? Oui, ça on saute les étapes, c'est-à-dire que c'est ses prémices, c'est l'idée d'avoir, c'est les prémices, c'est l'idée d'avoir. Non, pas du tout. Il fallait se confronter à une problématique réelle, présente, c'est tout. Alors, l'agroécologie fonctionne très bien, permet aux paysans de produire sans se ruiner, et au contraire, l'aspect positif, c'est qu'il régénère ce sol, il régénère sa terre nourricière qui est détruite par les engrais, elle est préserver et régénérer pour qu'il puisse se nourrir et nourrir ses enfants. Déjà ça, c'est la première chose. Et après, alors on a instauré des formations où on a demandé à des villages de désigner une personne qui venait se former à l'agroécologie à Gorom. Et quand cette personne retourne au village, elle initie son groupe social. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Et du coup, ça a pris énormément d'ampleur. Et les paysans étaient tellement satisfaits. Oh là là, mais on ne se ruine pas à enrichir les multinationales avec leurs engrais, etc. Et du coup, voilà, maintenant, non seulement on se nourrit mieux, mais en plus, on régénère le patrimoine nourricier que l'on transmet vivant à ses enfants. Voilà, parce qu'autrement, c'était la mort. Donc c'est ça qui a fait succès, à tel point que Thomas Sankara, président de l'époque, me convoque, me dit les paysans sont tellement contents, Monsieur Rabi, il faut que vous preniez la responsabilité du pays tout entier en termes d'agriculture. Et Thomas Sankara a été assassiné. Thomas Sankara, malheureusement, dès qu'il y a une lumière, il faut l'éteindre. Alors, une autre lumière dans vos expériences africaines, donc vos expérimentations vous amènent à créer des structures. Hein, oui. On a entendu Aïcha parler de Terre et Humanisme. Oui. Terre et Humanisme a fait des petits, a grossi en France. La première expérience de Terre et Humanisme à l'étranger, ça a été au Maroc en 2001. Quel est votre rapport au Maroc? Qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi le Maroc en 2001? On peut dire que c'est le destin, que c'est le hasard. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. Je pense qu'à partir du moment où on est dans une posture de service, on est aussi inspiré par le cœur, on est inspiré par le sentiment, etc. Et le Maroc se rapprochant, le sud du moins, se rapprochant de mon propre biotope, et puis la rencontre de Ftouma Ben Abdenbi. Parce que je suis désolé qu'elle ne soit pas là. Parce que, la première présidente de Terre et Humanisme au Maroc. C'est elle qui m'a, en fait, à l'occasion d'une conférence où j'étais
en France, eh bien, elle a assisté à la conférence et elle m'a abordé en disant est-ce que vous ne pourriez pas venir chez nous, etc. Alors, c'est à elle qu'il faut rendre hommage parce que c'est elle qui a fait, qui m'a en fait capturé, je ne sais pas ce qu'elle a fait, et je me suis retrouvé au Maroc. Et donc, après, ben, je fais grâce de tous les processus qui ont abouti finalement à dire, mais finalement, la problématique de l'alimentation mondiale, aujourd'hui, elle est catastrophique. Catastrophique. Parce que non seulement l'alimentation n'est pas de qualité, mais en plus, nous allons vers des famines d'une grande intensité. Ces famines ne sont pas pour demain, puisque pendant qu'on parle, j'ai demandé à mon ami Ziegler quel était le truc. Toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Donc on est dans des problématiques extrêmement sévères, si vous voulez. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on continue dans ce processus qui confisque les semences? Il y a 3/4 des semences reproductibles que l'humanité, depuis 12 000 ans, s'est donné de main en main. Quand on donne des semences, on donne la vie. Aujourd'hui, ces semences sont OGM, il y a toute une démarche criminelle, et je mesure mes mots, c'est vraiment criminel, il y a une stratégie de suppression des semences reproductibles, facteurs de liberté et de survie, pour installer des semences chimériques, c'est-à-dire qui sont fabriquées par des trusts, pour faire énormément de profit. Vous pouvez demander à Vandana Shiva, c'est la même chose, elle fait le même constat, c'est-à-dire des semences qui ont été répandues en Inde. Les paysans, ben, ils n'ont pas de malice, on leur a donné des semences, ils ont semé ces semences, ça pousse, on récolte, on ressème, ça pousse et ça ne donne plus rien. Donc il faut racheter. Et ça, c'est criminel, totalement criminel. Et il faut prendre conscience, et c'est extrêmement important, non seulement pour nous, mais pour les enfants qui arrivent, les générations qui arrivent, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'assassinat, parce que à partir du moment où les semences, richesse absolue de survie, disparaissent, ça veut dire qu'on conduit les générations futures au désastre. Alors justement, vous prenez que chacun cultive son jardin, vous prenez que l'initiative individuelle, justement, pour transformer ce modèle-là, pour qu'on retrouve plus de sens dans la manière de faire et de produire, que chacun fasse sa part. C'est précisément le principe du colibri. Alors, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant ? Quelle articulation vous faites entre des engagements citoyens et un véritable engagement politique, une prise de pouvoir politique pour transformer les choses ? Pour tout dire, pour moi, je reviendrai quand même sur les colibris. Pour tout dire, moi, ce que je prêche en France et partout, bon, j'ai quand même cette demande internationale qui m'est faite aujourd'hui parce qu'on est dans la problématique globale de l'avenir de l'humanité. Il n'est plus question de frontières, d'être à une frontière ou à une autre. C'est l'ensemble de l'humanité qui est aujourd'hui engagée dans un processus qui va la ruiner, réellement. C'est pas du... Donc j'ai fait tous mes périples dans les pays scandinaves, au Canada, Nord, États-Unis, etc., enfin partout, et plus l'expérience évidemment africaine. Aujourd'hui, il y a un dénominateur commun qui est planétaire, c'est que les trusts et les firmes internationales, pour faire le plus de profit possible, suppriment aux humains la capacité de leur propre survie pour aboutir finalement à quelque chose qui subordonne l'humanité et qui leur permettent d'empocher de plus en plus. Voilà. Je reviens sur la question du colibri parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de cette question. Un jour, j'étais en train de lire une revue et je vois un petit encadré d'une légende une légende amérindienne qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, regardaient le désastre, totalement impuissants. Et puis là, dans ce désastre, ben, il y avait un petit oiseau, le colibri, qui est un prodige. Il peut rester immobile, il peut reculer. Enfin, c'est un véritable prodige avec un long bec. Et ben, qu'est-ce que fait le colibri? Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur l'incendie.
le tatou qui l'observe depuis un moment voit que c'est complètement stupide, ça n'a pas de sens. Et il dit au colibri, est-ce que tu penses que c'est avec simplement ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Et le colibri lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça a fait tilt. Et à partir de là, avec la rencontre avec mon ami Cyril Dion, on a travaillé à toutes ces questions, main dans la main, et on a mis en route ce mouvement qu'on appelle les colibris. Et qui dont est on est d'ailleurs aujourd'hui, oui, dont voilà, on est les autres. voilà, on revient donc à pourquoi les colibris. Et la grande satisfaction, c'est qu'on voit que ça se multiplie même en France. Donc il y a une espèce de contamination positive pour que les gens, au lieu de se lamenter, ah c'est le gouvernement, ah c'est les multinationales, ah, on peut se lamenter indéfiniment, mais sauf qu'il faut soit continuer à se lamenter sur notre sort, soit prendre notre sort en main. Si nous ne prenons pas notre sort en main, dans le respect évidemment des institutions, de tout ce que l'on peut mettre, mais si nous ne prenons pas nous-mêmes notre destin en main, bah, il ira au désastre, c'est tout. Alors c'est pour ça que l'histoire du jardin, c'est pas simplement cultiver un jardin, c'est pour moi jardiner, c'est un acte politique, c'est un acte de résistance. En 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles, donc françaises, et on est parti. Vous savez qu'il y a tout le rituel. Alors notre programme, c'était, et notre slogan, c'était appel à l'insurrection des consciences. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sociologie des consciences. L'individu ne peut pas rester prisonnier de son passé. Il faut maintenant une conscience commune de l'humanité. C'est à ça que nous travaillons. Parce que ce que Chardin et autres ont vu comme étant la sociologie des consciences, c'est-à-dire qu'on se libère de l'histoire qui nous maintient comme ça prisonniers de notre histoire pour aller vers un destin collectif. Voilà. Donc en 2002, bah, je me présente après avoir des insomnies, est-ce que j'y vais pas, on mettait toujours la pression. Mais en fait, moi je n'avais pas de comment dire, d'ambition politique. J'avais aucune ambition. Je ne crois pas à la politique telle qu'elle s'exerce. La politique, elle doit mettre l'humain et la nature au cœur. Et ensuite, alors, on est quand même parti. Appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et je suis parti là-dessus. En même temps, bon, ben, notre programme, c'était respecter la nature, le féminin au cœur du changement, parce que il n'y a aucune raison que le féminin soit subordonné au masculin. Le féminin et masculin, c'est les deux éléments complémentaires qui font la vie. On est parti évidemment sur l'écologie, les utopies. Pourquoi ne pas laisser un espace important aux utopies, c'est-à-dire à tout l'imaginaire libéré du conformisme? Parce qu'on est dans une société conformiste. Et tout ça faisait partie de notre programme. Voilà. Alors, on était tellement atypique que je me suis dit, alors quand je suis allé pour faire ma demande de signature des élus, enfin, on est obligé de passer par la signature des élus pour être intronisé en quelque sorte, je me suis dit, si nous avons 3 signatures de 3 élus en état d'ébriété, ça sera pas mal. Voilà. On se demandait même si on n'allait pas se promener avec une bouteille de whisky, monsieur le maire. Voilà. Bah, quand on a frôlé pratiquement les 200 signatures, je me suis dit, mais c'est pas si ridicule que ça, puisque il y a des maires qui sont responsables, etc., qui nous font confiance. Donc ça tient debout. Voilà. Et c'est à partir de là bon, qu'on a donc considéré qu'il y avait une modification de ce qu'on appelle la politique qui sera nécessaire. Et on a mis en évidence qu'on ne peut pas, l'humanité ne pourra pas survivre si elle détruit la vie à laquelle nous devons la vie. Il n'y a pas longtemps, une journaliste est venue me voir parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. On est tous de la flotte. Voilà. Moi, si on me presse, il n'y aura pas grand-chose, mais enfin, je vois beaucoup d'eau là, beaucoup. C'est que de l'eau. Voilà. Donc il faut sortir du clivage. Nous sommes, nous, êtres humains, les patrons de la réalité de cette planète. Nous ne sommes pas les patrons de cette planète. Parce que quand on donne
un ratio de 24 heures à l'âge de la planète, nous sommes là que depuis 1 minute et demie à 2 minutes, c'est tout. Donc la planète n'a pas eu besoin de nous et elle risque de ne pas, voilà, de se passer de nous. Elle peut parfaitement, voilà. Alors ça pose la question, quel est en quelque sorte le phénomène humain, comme dirait Chardin, c'est quoi le phénomène humain? Est-ce que l'humain est né pour détruire? D'où l'ouvrage remarquable de Osborne, La planète au pillage, qui a été publié en 1947, salué par Einstein, par tous les grands esprits. Malheureusement, cet ouvrage, je l'ai fait republier, etc. Mais le nombre de gens qui l'ont lu, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui ont lu La planète au pillage. Vous pouvez lever la main? Ah, une, au fond. Eh bien, vous voyez, livre que je vous recommande parce qu'il fait l'analyse sans état d'âme, c'est-à-dire en tant que phénomène, l'être humain en tant que phénomène, qu'est-ce qu'il représente sur cette planète? Eh bien, il est destructeur de la planète. Nous sommes destructeurs. Alors, on a une planète extraordinaire, magique, au milieu d'un immense désert sidéral et astral, absolument incommensurable. Et on a cette chance d'avoir cette magnifique planète, ce qui est une chance inouïe. Eh bien, il y a deux perceptions. Nous avons la chance de vivre sur cette planète. Elle est tellement belle qu'il faut l'aimer, la chérir, l'entretenir, parce que nous sommes dans un privilège extraordinaire. L'autre perception, ah, chouette, cette planète est pleine de ressources qu'on va transformer en fric. Voilà. Donc, c'est ces deux visions qui, aujourd'hui, nous l'aidons pour que la vision planète magnifique qu'il faut préserver, aimer, soit notre vision, et on arrête l'exploitation et la destruction de cette planète. Parce qu'aujourd'hui, si tous les êtres humains sur cette planète voulaient vivre comme les gens qui sont dans la prospérité moyenne, même pas, eh bien la planète ne peut pas suffire, ne peut absolument pas suffire. Et en même temps, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a d'un côté les prospères et de l'autre côté les non prospères. Et bien les prospères sont effectivement dans l'abondance, mais ce sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas là. Alors, si le bonheur n'est pas là, je vois pas. Alors moi, mon rêve et mon fantasme sur la planète Terre est-elle biologique? Oui. Je suis en train d'écrire là-dessus. Est-elle consciente? Moi, j'ai tendance à dire oui. Alors, ça paraît fou. Je crois que la planète est consciente. Alors après, ça ne me regarde. Il y a ceux qui... qu'elle est vivante, personne ne peut le nier. C'est votre dimension ésotérique, peut-être? C'est pas de l'ésotérisme. C'est le sentiment. Le sentiment que la planète est vivante. Voilà. Après, je peux absolument pas l'affirmer. C'est comme en philosophie, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Après, ça reste une affaire de chacun. Chacun peut percevoir la planète soit comme un gisement de ressources, comme, disons, toute la phase matérialiste qui vont exclure tout à fait tout esprit et toute métaphysique, tout cela, dans la rationalité totale. Et puis il y a ceux qui, quand même, comme moi, pensent qu'il y a une dimension de type spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Alors après, là où ça va mal, c'est que chacun choisit sa spiritualité et on se tape dessus. Il faut arriver à ce que cette spiritualité soit véritablement quelque chose qui est de l'intégration de l'esprit en nous-mêmes, parce que nous sommes aussi cet esprit-là. Nous sommes porteurs de quelque chose. Et je pensais, ma petite légende sur la planète, c'était, voilà, je la fais parler, elle se prépare, elle met des milliards d'années, etc., etc. Elle se fait belle, magnifique. Puis après, elle se dit, mais à quoi ça sert d'être belle s'il n'y a personne pour m'admirer? On peut être narcissique, hein, on peut se faire beau pour soi-même. Hein. Mais quand on se fait beau, en général, qu'on se fait belle, en général, c'est pour être regardé. Vous, les dames, aussi, c'est ça. Donc, voilà. Alors, je me suis dit, elle s'est préparée, elle est devenue belle, elle s'est demandé si je ne suis pas admiré, à quoi ça sert, etc. Et elle aurait créé l'être humain. Mais l'être humain admirant, mais pas l'être humain
destructeurs. Et aujourd'hui, on n'est pas des êtres humains admirants, nous sommes des êtres humains destructeurs. Alors, le temps est venu de dire, est-ce que, n'étant pas en conformité avec la vie, même notre nourriture, on la fait pousser sur des terres qu'on drogue. On met des drogues négatives dans la nourriture. Ça pousse, mais ça pousse pas vivant. Ça pousse matière, mais ça pousse pas esprit. Et l'alimentation d'aujourd'hui, eh ben, ça mérite, quand on se met à table, de se souhaiter bonne chance plutôt que bon appétit. Parce qu'en fait, on met dans son... Alors, en tout cas, vous avez on met dans son propre organisme un dérèglement par la façon dont nous produisons la terre et par la façon dont nous traitons la terre-mère. Quand les traditionnels disent la terre-mère, ils ont raison, parce que c'est la terre-mère. Eh bien, mettons-nous bien dans la tête que c'est la terre-mère, c'est réel, c'est vivant, et c'est pas simplement un substrat dans lequel on met des poisons pour nous nourrir. Alors, plus de respect de l'environnement, plus de respect de la terre, c'est ce qui vous a aidé, enfin ce qui vous a permis de construire une philosophie de vie. Avant de conclure et de laisser la parole à la salle, peut-être qu'on peut revenir à une notion clé qui a connu un succès assez phénoménal dans votre capacité à capter l'air du temps. C'est cette notion de sobriété heureuse. Peut-être que vous ne l'avez pas évoquée, mais peut-être qu'on peut en parler plus de ce que vous entendiez derrière, puisque chacun se l'approprie comme il le veut. Mais comment Pierre Rabhi concrètement le pense ? D'abord, il faut voir, je me répète peut-être que l'accès aux ressources de la terre est totalement inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a des hyper-repus et des hyper-affamés. Donc ça, il faut se le mettre dans la tête comme étant une obligation de tout rééquilibrer. Par ailleurs, le système moderne, il est fondé sur la croissance économique, mais indéfinie. C'est-à-dire, la croissance économique, c'est l'élément planétaire sur lequel se fonde la logique de la vie sur Terre. Et cette croissance économique indéfinie ne met aucun seuil, c'est-à-dire qu'on n'arrive à aucun... Il faut de plus en plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais c'est toujours plus. Mais justement, en danger ceux qui sont dans une boulimie indéfinie et ceux qui manquent. Et quand on regarde c'est toujours plus, on s'aperçoit que les nantis, ceux qui sont nantis, eh ben, ils produisent presque 40% de superflu. C'est pour ça que les décharges publiques, etc., pour analyser un système, quand je vais dans un pays où on analyse le système, j'examine le marché et la décharge publique. Et à partir de ce moment-là, vous avez véritablement une lecture très précise sur qu'est-ce qui est nécessaire. Finalement, l'être humain, il a besoin de quoi? Chacun de nous a besoin d'être nourri, bien sûr. Il a besoin d'être vêtu, il a besoin d'être abrité et il a besoin d'être soigné. Donc, une fois qu'on a ces 4 choses qui sont indispensables, on peut vaquer à tout le reste, à la culture, à tout ce qu'on voudra. Sans cela, on ne peut rien faire. D'ailleurs, ceux qui manquent d'alimentation sont tellement dans l'obsession de la survie qu'ils ne peuvent pas être dans la culture. La culture ne peut être que dans la sécurité alimentaire. Une fois que la sécurité alimentaire et cette obsession a été corrigée, on peut aller vers le savoir, vers les connaissances, etc. Mais ça, sinon, si nous avions faim, l'urgence ne serait pas savoir qui a gagné le dernier match. Ce serait autre chose. Donc, voilà. Et à partir de là, voilà, on essaye de dire, si nous ne sommes pas dans la sobriété, que nous sommes dans la consommation et l'hyperconsommation, comment peut-on imaginer que tout le monde puisse accéder aux ressources à ce niveau-là? Et la sobriété, c'est en même temps répondre aux besoins et en même temps être satisfait. Parce que nous sommes dans un monde de l'insatisfaction. Que vous dit la publicité? Elle ne vous dit pas soyez heureux, vous mangez à votre faim, vous devriez être heureux. Non, elle vous dit mais vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Et franchement, moi je ne comprends pas toujours la publicité. Je n'ai pas besoin de voir une femme à poil
pour acheter une tronçonneuse. Je ne vois vraiment pas le rapport. On peut parfaitement me traiter comme quelqu'un d'intelligent et me dire, ah bah là, une tronçonneuse, ça fait ça, ça fait ça. Mais vous voyez tout ce système subliminal, c'est-à-dire qui rentre dans la rêverie humaine, c'est-à-dire dans les aspirations disons, subjectives des choses, c'est-à-dire symboliques des choses. C'est comme ça que l'être humain est capturé. Et du coup, il n'est plus dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement négligé le facteur survie alimentaire que ça va être dramatique. En plus, beaucoup de pays ne se nourrissent pas, mais pour peu qu'il y ait une modification climatique un peu sévère, avec des sécheresses, et ça va venir, ça c'est certain, eh bien nous sommes en danger de survie parce que nous n'avons pas pris la précaution de donner à la terre-mère la priorité. Il faut d'abord se nourrir, et se nourrir non pas par... alors tout à l'heure, la question sur les jardins. Pour moi, jardiner aujourd'hui, quand on est en situation de le faire, c'est un acte de résistance, c'est un acte politique. Je suis conscient que ma nourriture ne peut pas venir de milliers de kilomètres, ce qui est absurde. Je suis conscient de ça. J'ai un potentiel de terre que je peux féconder, c'est ça, et me nourrir. Magnifique. Aujourd'hui, j'ai de quoi acheter ma nourriture, je vends bien mes bouquins, etc. Mais j'ai dit, mon jardin est non négociable. Non seulement parce que je produis, mais parce que ça nous met dans un autre rythme. Ça met dans un rythme extraordinaire. Vous ne pouvez pas semer et récolter, c'est impossible. Il faut attendre, il faut patienter. Et encore, vous n'êtes même pas sûr que ça marche. Donc voilà, ça nous met dans le rythme réel de la vie, des cycles, et ça nous rééquilibre, parce que là, il y a un facteur patience, attente, etc., qui n'est plus dans la société d'aujourd'hui. Parce que la grande défaillance du monde aujourd'hui, elle est liée au temps. Il ne faut jamais perdre de temps, il faut toujours en gagner, etc., etc., jusqu'à faire exploser son cœur sur les stades pour un dixième de seconde. Donc on est dans une frénésie où bientôt il va falloir arriver avant d'être parti, quoi. C'est complètement stupide d'être suractivé comme ça. Voilà. Alors le jardin, c'est non seulement je cultive mes légumes en prenant la précaution d'avoir une terre vivante. Donc ce que je vais manger et donner à mes enfants, c'est de la vie, c'est pas du poison. La cadence, et en même temps, les leçons qu'on reçoit, si on n'est pas patient, il ne faut pas jardiner. Donc le rythme. Et en même temps, ce contrat extraordinaire que je passe avec la nature, avec le miracle que ça représente. Je mets une graine de tomate, j'ai des kilos de tomates. Vous vous rendez compte, comme c'est beau, c'est magnifique. Et bien tout ça, on est éloigné de tout ça, à tel point qu'il y a une petite anecdote sur justement un camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer l'Espagne. Un autre camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer la Hollande. Je demande vraiment... Tout ça, c'est... Je gagne quelques centimes de plus au kilo, etc. C'est tout, c'est complètement stupide. Eh bien, il y a 2 camions comme ça qui se sont percutés dans la vallée du Rhône. Et vous aviez les tomates hollando-espagnoles, voilà. Ils ne pouvaient même pas communiquer parce que finalement... Et ça, c'est l'image absurde de comment est organisée aujourd'hui la survie sur le transport, sur les choses, alors qu'il faut... Je préconise le retour à la terre pour les raisons que j'ai expliquées, rythme de la vie, nourriture de qualité, parce que je soigne mon sol, et en même temps, patience, parce que, et miracle de la vie. Voilà pourquoi le jardinage, c'est quand on peut le faire, évidemment, sans empoisonner, ça... moi, si j'arrive à tenir, c'est aussi mon jardin, parce que je me régénère en jardinant. Voilà. Et c'est pour ça que on écrit des choses, on fait pas mal de choses, et on préconise en quelque sorte de revenir et de nous reconnecter aux lois de la vie elles-mêmes, parce que nous sommes de plus en plus hors sol, loin des lois de la vie, et si on est trop loin des lois de la vie, ça coûtera très cher. Merci Pierre Rabhi de partager comme ça. Alors peut-être qu'on va
le temps, vous en parliez. On va peut-être prendre des questions dans la salle, si jamais il y en a. Solène est là. Alors je vous demanderai, on a pris du temps sur le timing, Solène là-bas. C'est des questions et non pas des commentaires. Donc vous me permettrez d'être impoli à vous couper si vous ne respectez pas la règle du jeu. Mais nous sommes assez pris par le temps. Donc Solène, une première question. Oui, bonjour et merci beaucoup à tout le monde et à Pierre Labbé. Alors ma question qui me paraît évidente, oui, faire son jardin, oui, cultiver bio, mais les millions de gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir une terre, qui se terrent dans des quartiers insalubres. Bon, alors la sobriété heureuse, franchement, pour eux qui sont dans la misère, c'est juste un mot, c'est juste un concept. Voilà. Que faites-vous de ces masses qui n'auront jamais de quoi cultiver leur lopin? Je réponds tout de suite. Oui. C'est pas moi qu'il faut accuser. Moi, j'y peux rien. Moi, je serais au contraire pour une politique qui fait accéder les gens à la terre quand ils en ont la vocation. Mais je serais tout à fait pour souscrire à l'accès à la terre pour tout le monde. Mais c'est pas moi qui suis coupable. Ne me dites pas qu'est-ce que vous faites. Moi, je fais ce que déjà je fais beaucoup. Je peux vous assurer. Donc, je fais ma part au-delà du colibri. Merci. Deuxième question. Oui, je voudrais parler le pouvoir de détruire. Ça peut être le titre d'un livre. Et un peu comme l'agent James Bond, l'agent 007, qui a le permis de tuer. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des multinationales qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent le PIB de certains pays. Et puis, il y a des lobbies qui sont tellement forts qu'ils ont acquis justement le pouvoir de détruire. À votre avis, est-ce qu'on ne peut, n'a-t-on finalement que la force du militantisme à opposer à cette puissance? Merci. Non, c'est une question extrêmement fondamentale parce que les lobbies existent, parce que des millions de gens les nourrissent. Vous voyez, ils sont nourris par des millions de gens qui achètent ce qu'ils produisent, etc. Et c'est pour ça que je parle de sobriété heureuse. Et je reviens sur la sobriété heureuse. Je l'ai proposée en disant rééquilibrons l'être et la voix, rééquilibrons notre réalité. C'est un ouvrage que je pensais qu'il n'aurait pas. C'était un essai. Eh bien, il est à plus de 300 000 exemplaires, alors qu'il aurait dû être à 3 000 ou 4 000. C'est pas bravo Pierre Rabhi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sentent qu'on est dans la surabondance, mais on est incapable d'être heureux. Donc les lobbies que vous désignez, les lobbies sont nourris par nous. Si nous étions dans la sobriété, ces lobbies ne pourraient pas exister. Parce qu'ils existent comment? Ils existent par le superflu, beaucoup de superflu. Vous savez, il y a des croqueurs de diamants, enfin il paraît, mais enfin je pense qu'un morceau de pain, une tranche de pain, c'est quand même, ça vaut bien un diamant. Et il faut revenir à cette réalité-là, et c'est le travail qui est à faire au niveau de notre propre transformation. Parce que là aussi, le problème, c'est pas de croire parce qu'on va manger bio, tu t'iras bien. On peut manger bio et exploiter son prochain. Donc attention, c'est le changement individuel de moi-même, dans ma transformation personnelle, à être un peu plus gentil, un peu plus avenant, un peu plus... et puis me connaître moi-même, parce que se connaître soi-même, c'est très difficile, mais pourtant il faut le faire. Alors c'est pour ça que je ne pense pas que parce que on va transformer la planète en nourriture bio, qu'on va peut-être qu'on fera des missiles bio, je sais pas. Enfin, Merci. On va reprendre une question. Alors je vais prendre l'ordre chronologique d'apparition de la main. Solène, le monsieur en chemise blanche. Merci. Alors, en 2016, nous, c'est l'Association marocaine pour l'environnement durable. On avait déclenché un débat autour de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et c'était à Tanger. Et on avait dit à l'époque que c'était un débat citoyen avec des citoyens qui étaient là. Et on s'est dit, quelle sobriété heureuse version Maroc? Alors, Pierre Rabhi, à votre avis, avec votre connaissance de notre territoire, aussi de nos traditions, et aussi de nos traditions aussi dans l'agriculture,
et tout ce qui est comportement, développement durable à l'ancienne, quel conseil vous donnerez à tous ces militants, à toutes ces personnes qui vivent au Maroc Merci. pour Merci. sobriété heureuse? Si vous voulez, dans ma culture initiale, dès le départ, il y a une chose qui était magnifique, absolument magnifique. Alhamdulillah. Voilà. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, alhamdulillah. Aujourd'hui, pour entendre alhamdulillah, je crois que ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est toujours ce qu'on n'a pas qui est important. Ce qu'on a, on ne le voit même plus. Et on va vers ce qui est... On est toujours dans un rêve et la publicité sait faire ça. Elle sait installer l'individu dans la frustration. C'est-à-dire qu'elle produit de la frustration, la publicité. Au lieu de dire, ben, vous avez ce qu'il faut, ben, réjouissez-vous. Ah non, c'est ce que vous n'avez pas. Vous avez une bagnole comme ci, comme ça. Ah non, il faut une bagnole comme ci, comme ça. Il faut, etc., etc. Et donc, cette stratégie subliminale, c'est-à-dire qu'elle travaille sur la psyché. Elle travaille beaucoup sur la psyché parce que l'homme est fragile par la psyché, par les représentations mentales, par tout ça. Et la publicité, elle a une puissance subliminale à tel point qu'elle continue à installer l'individu dans la frustration permanente. Et il faut qu'elle entretienne la frustration. C'est comme ça que les gens vont acheter. Voilà. S'il n'y a pas de frustration, tout s'arrêterait. Et c'est pour ça qu'initialement, moi, dans ma culture musulmane, cette espèce de côté de gratitude permanente, ma grand-mère, la gratitude et tout ça, ben ça faisait pas. C'était magnifique d'être dans la gratitude. Et à côté de nous, mon père était assez disons, compétent. Enfin, il avait des dons. Nous mangions à notre faim, vraiment. On a manqué. Et à côté, ben, il y avait des voisins qui ne mangeaient pas à leur faim. Et on donnait, on organisait. Mais aujourd'hui, c'est comment cultiver le contentement. C'est pour être l'antidote de la frustration. Bien entendu, il faut, je me répète, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, être abrité, soigné, ça c'est incontournable, ça doit être pour tout le monde. Même dans la faim dans le monde, ce qui est, chaque fois que j'essaye d'en parler avec la faim dans le monde, vous savez ce que les gens me disent? Ben, c'est parce que nous sommes trop nombreux. Ça n'est pas vrai. On a fait un carnet d'alerte sur la faim dans le monde avec une amie qui est compétente. Ça n'est pas parce que nous sommes nombreux. C'est parce que le partage est mal fait. Et qu'il y a 1/5 de la population dite prospère qui consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète. Et il y a un hold-up général sur un bien qui devrait être partagé. Et au lieu que ce bien soit partagé, eh bien, on fait du fric avec, à tel point que dans la logique un peu absurde, c'est-à-dire que si on continue comme ça, il y aura un cartel de multinationales qui achèteront la planète et nous serions tous des locataires. Et vous recevrez votre truc, hein, bah vous habitez notre planète. Hein. Alors réveillons-nous vite. On va prendre deux petites questions, deux dernières questions, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, monsieur. Bonjour, monsieur Pierre Rabhi. Excusez-moi, le H c'est un peu difficile de le prononcer. Je vais commencer par une métaphore, si vous permettez. Une question surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à poser. C'est la question, 40 secondes, pas plus. Claude Bernard disait, la graine, l'idée c'est la graine, le sol c'est la méthode. Et là tout de suite ça m'a interpellé, le verset 30 des prophètes. Et ça c'est très profond et très important. Et ça m'amène vers ce que vous avez dit pour Socrate, que ce qu'il connaissait, s'il ne connaissait rien, c'est qu'il y a une force divine, il y a la nature, enfin pour tout, chacun croit à sa façon, je respecte le bouddhiste ou quel qu'il soit, mais sans l'eau, sans l'environnement, on ne peut rien faire. Et là, dans notre association Mouvement des entreprises du Maroc, nous luttons dans le même domaine, mais dans un axe différent. On considère que l'environnement socio-économique est très important pour le développement de la petite entreprise. Une question, s'il vous plaît. Quel est votre point de vue? Deuxièmement, deuxième question, si vous permettez. Monsieur Perrabhi, dans quel domaine pouvons-nous vous classer en prédominance? C'est l'écrivain, c'est l'agriculteur, c'est le sage, c'est quoi en sorte? Merci, merci pour la question. Je réponds à la deuxième question. Moi, je ne sais même pas qui je suis, moi-même. Je ne sais rien.
je suis dans une multitude. Je reviens sur l'eau. L'eau est une problématique d'une extrême gravité aujourd'hui. Vraiment. Il faut que les gens s'imprègnent de ça. L'eau est d'extrême gravité. D'une part, elle manque avec des liens. D'autre part, elle est polluée, elle est dégradée. C'est-à-dire qu'elle perd sa capacité de nous transmettre la vie, parce que la dynamique de la vie, nous buvons de l'eau qui circule dans des tuyaux alors qu'elle devrait être dynamisée. Donc l'eau est une problématique d'une extrême importance. Nous avons fait un carnet, il y a un carnet, des carnets d'alerte que je faisais avec cet ami journaliste qui va paraître au mois de novembre, qui traite de l'eau. Et je peux vous assurer qu'elle a eu un boulot fou parce qu'il n'y a rien de plus complexe que la problématique de l'eau. Voilà. Et ça, c'est une problématique de vie. Si l'eau manque, nous mourrons. Et puis c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Très bien. Alors au fond, Solène, et puis après voilà, je vais fixer le nombre à 3 questions. Je suis désolée de l'arbitraire, mais il me semble qu'on doit rendre la scène assez rapide, sauf si on nous donne du temps. Voilà. Bonjour, très heureux de vous faire votre connaissance aujourd'hui. Merci d'être là. Ma question est très simple. Puisque vous avez l'air d'être très inscrit dans le présent, j'aimerais interroger votre imagination. Vous amusez-vous à imaginer la Terre dans 100 ans et voudriez-vous bien la partager avec nous, cette vision? Merci. Merci. La Terre dans 100 ans, peut-être un peu plus aussi, laissons-nous un peu de marge, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'humanité. Il n'y aura plus d'humanité parce que nous transgressons, nous faisons tout pour nous rendre la vie impossible. C'est pour ça que notre mission aujourd'hui, notre message, c'est remettons-nous dans l'harmonie de la vie et il y a des exigences biologiques, physiques, etc. Et ces choses-là, il faut maintenant les apprendre de façon à ce qu'il y ait une durée de la Terre. Et qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? L'agroécologie, c'est apprendre aux cultivateurs, aux paysans, etc., à respecter la terre pour que nous puissions survivre. Parce que de la façon dont on la traite aujourd'hui, c'est-à-dire avec la destruction systématique, en mettant des pesticides, des semences sélectionnées, des engrais, etc., nous évoluons petit à petit vers l'extinction de nous-mêmes. L'extinction parce qu'il y aura des pénuries alimentaires et l'extinction parce que en polluant la terre, l'eau et tout ce qui nous nourrit, nous polluons notre propre corps. Et il y a quand même des gens très avancés qui ont fait le rapport entre l'augmentation des cancers et toutes les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Voilà. Donc, respectons la terre, aimons-la, et puis prenons soin. Et c'est pas de la niaiserie, c'est du réalisme absolu. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Si nous tuons la terre, nous mourrons. Point final. Donc, eh bien, disons, maintenons la vie à la terre. Merci. Une autre question rapide, et puis après on va aller se déplacer un peu sur la gauche parce que j'ai trop privilégié à droite. Allez-y. Bonjour, Monsieur Rabhi. Je suis honorée de vous voir parce que j'ai essayé de vous voir même à Secoura et je suis heureuse que vous êtes en bonne santé. Pour ce qui est de ma question, c'est la démission de Nicolas Hulot. Pour moi, c'était comme s'il a tué chaque colibri en nous, parce que il a baissé les bras. À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez plutôt de la démission de Nicolas Hulot de l'environnement? Bon, d'abord, il faut dire que Nicolas Hulot, c'est un ami. Nous avons fait un ouvrage ensemble. Par moments, il dit même que je l'inspire, etc., etc. Donc, nous sommes dans une relation, dans le même souci de la vie, de l'écologie, etc. Mais ça ne m'étonne pas ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous savez comment vous allez aller à l'encontre des lobbies, à l'encontre de toutes ces choses-là. C'est très difficile. Il y a eu l'exemple du glyphosate. Le glyphosate, c'est un poison violent. Ce poison violent, il a voulu qu'il soit éradiqué. Eh bien, il y a le lobby des agriculteurs qui a tellement protesté que le politique plie devant ces choses-là. Et pourquoi le politique plie et accepte? Parce qu'en fait, on est dans un système de suffrage universel
Et si on part sur l'idée il faut vexer personne, on ne peut pas gouverner. Il faut prendre des décisions radicales en disant, bon voilà, le glyphosate, c'est dangereux. Eh bien, le lobby des agriculteurs, des exploitants agricoles, a tout fait pour que ça soit non avenu. Voilà. Et c'est pas du tout étonnant. Moi, j'avais pas de leçon à donner à Nicolas. Hein. On était au téléphone il y a juste 2-3 jours. Il est dépité, il est souffrant en ce moment. Et je pense que s'il avait simplement insisté sur il faut absolument que les enfants soient éduqués à l'écologie le plus tôt possible, de façon à ce qu'ils comprennent, et ça, dans les programmes scolaires, l'écologie n'a pas de place. Or, c'est la vie elle-même. Et comment se fait-il qu'on a une éducation qui n'éduque pas l'enfant à la vie elle-même? Tu dois la vie à ceci, à cela. Donc, ça devrait être la première connaissance. Et ça devrait être l'écologie, non pas un parti politique, mais ça doit être une conscience. Si nous n'avons pas conscience de ce que nous dépendons absolument de la vie et que la vie, c'est l'écologie, eh ben c'est qu'on est dans l'ignorance la plus totale. Alors de temps en temps, il y a des rencontres internationales pour illusionner les gens, parce que c'est simplement à regarder, on s'occupe de la nature, mais pas du tout. Ces rencontres internationales sont absolument, je veux dire, c'est du théâtre. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça devrait immédiatement aller vers les États et dire, voilà ce qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qui peuvent être immédiates, il y a des choses qui peuvent être à moyen terme, il y a des choses qui peuvent être à long terme, mais c'est inscrit dans la réforme. Et au lieu de cela, on se fait plaisir, on illusionne tout le monde, et puis finalement, les choses reprennent leur cours comme d'habitude. Alors, les jeunes publics, jeune public, les jeunes enfants, Pierre, vous en avez beaucoup dans la salle. Il y a une petite... Pierre Non, elle est là, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, vous parliez des jeunes enfants, ils sont là, assez présents. Alors, bonjour et merci d'être venu et d'avoir partagé votre expérience avec nous. J'ai une question très simple. On est un groupe de jeunes Marocains et je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour adhérer au groupe du mouvement Colibri. Alors là, il faut aller plutôt vers ceux qui sont... il y a Céline qui est là, il y a le groupe... adressez-vous plutôt à eux parce que moi je ne suis pas en situation de vous dire ce qu'il faut faire. Donc il y a Céline, il y a leur groupe Colibri et c'est à eux à je te les présenterai tout à l'heure. Voilà. Alors il y a une deuxième petite question, toujours là. Lève-toi si tu veux. Où vous vendez vos légumes à Casablanca? Malheureusement, moi je n'ai pas de légumes à vendre à Casablanca. J'en ai vendu en France, peu d'ailleurs, j'ai vendu plus de fromage que de légumes, mais ici je ne vends rien. Voilà, je vends de la tchatch. Alors, on va prendre, dans l'ordre d'apparition, il y a une question là-bas, excuse-moi Solène, je te fais courir. Le monsieur. Bonjour, merci d'être là. Et ma question, en fait, elle rejoint la question de la petite fille pour qu'un jour on puisse avoir des légumes auxquels vous avez participé directement. Avez-vous aujourd'hui une oreille audible au niveau des pouvoirs de ce pays? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Thomas Sankara assez brièvement. On traverse une période très compliquée aujourd'hui, pas seulement au Maroc, mais en Europe aussi. À vos yeux, est-ce que le Maroc a peut-être un rôle à jouer dans cette transition qu'on est en train de vivre? Et est-ce que vous avez aujourd'hui une oreille qui vous écoute et qui peut aussi donner une impulsion des pouvoirs de l'État, de la force de l'État pour accompagner ce que vous défendez en tout cas, et vous le défendez très bien. Merci. La première chose, c'est que la crise n'est pas qu'au Maroc, elle est planétaire, la crise, c'est ça. C'est ça qui en fait que
nous avons plus que jamais à nous interroger sur quel destin commun après les frontières, sur les frontières. Mais il y a les frontières qui circonscrivent une population. Mais si vous enlevez les frontières, il n'y a qu'une humanité qui est en plein questionnement concernant le futur. L'autre question, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Est-ce que vous avez une oreille auprès des pouvoirs publics marocains? Je ne sais pas. Vous savez, vous connaissez la parabole du semeur. Enfin, dans l'Évangile, il y a ce qu'on appelle la parabole du semeur. Le semeur, il va ensemencer. Voilà. Il fait qu'ensemencer. Et alors, il y a des graines qui tombent dans la bonne terre qui germent. Il y a des graines qui tombent à côté, dans les cailloux. Il y a des graines que les oiseaux vont... Moi, je continue simplement à ensemencer, mais je ne peux pas, en termes, savoir qui écoute et qui n'écoute pas. J'ai par contre des retours de la part des gens qui me disent je vous ai écouté, je vous ai lu, vous m'avez aidé, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui disent vous m'avez aidé à orienter, vous m'avez aidé à comprendre. Mais ça, au Maroc, je ne sais pas, parce qu'on a évidemment essayé de faire tout ce que nous pouvions au Maroc. Comme tout à l'heure, ça vous a été expliqué. Mais quant à avoir des éléments statistiques, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, la présence aujourd'hui d'un grand nombre en témoigne, en tout cas, de cet essaimage. Merci. Pierre, je suis désolée, on ne peut pas prendre toutes les questions, on fait des signes qu'on doit s'arrêter. Merci à vous tous pour vos questions extrêmement pertinentes. Avant de se quitter, Pierre, on peut peut-être dire un très très grand merci. Alors je ne sais pas s'ils sont encore là, mais en tout cas à tous les colibris qui sont sur le village, qui ont monté les stands, qui interviennent ou qui participent. Peut-être que certains d'entre eux peuvent se lever s'ils sont là et on peut les applaudir. Ils étaient là tout à l'heure. En tout cas, bravo à vous tous. C'est plus de 39 associations. Le terme elles sont longues à nommer. Et puis, eh bien, merci. Et donc, voilà, les festivités continuent pendant 2 jours.